Et on a vu aussi avec quelle hypocrisie, d'une certaine manière, le Likoud s'est engouffré dans la branche, alors que c'est lui-même qui avait initié ces discussions avec Raham. Il a fait passer l'accord entre Bennett et Raham comme une trahison. Ouais. Nous sommes heureux d'être en ligne avec Stéphane Amar. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors journaliste, écrivain et plus spécialisé on va dire dans le secteur arabe israélien, on ne pouvait pas ne pas vous demander votre réaction face aux révélations de Yair, Amit Segal qui a révélé sur la chaîne 12 avant-hier soir la tenue d'une rencontre entre le grand rabbin Chaim Druckmann, qui est on peut dire le leader spirituel du mouvement sioniste religieux, de l'ensemble du mouvement sioniste religieux, et Mansour Abbas, le célèbre chef du parti Raham, du parti islamiste. Alors c'est une rencontre qui s'est tenue, on va dire en mai 2021, c'est-à-dire au moment où Benyamin Netanyahou tentait de former son gouvernement de droite, avec apparemment donc le soutien de Raham. Et là c'est très concret. On voit qu'il y a eu une rencontre très importante qui finalement n'a pas abouti. Expliquez-nous le cadre, parce que vous connaissiez, vous aviez eu vent de cette information déjà bien avant qu'elle ne soit révélée par Amit Segal avant-hier. Expliquez-nous dans quel contexte elle s'était déroulée. Alors, à l'époque, Benyamin Netanyahou tentait de former un gouvernement et il n'avait pas de majorité sans le parti Raham. Il avait déjà anticipé un rapprochement avec Raham depuis déjà de longs mois. C'est ce fameux épisode d'Abou Yair avec une campagne menée au sein des villes arabes d'Israël pour se rapprocher de la communauté arabe israélienne. Mais il avait besoin en quelque sorte d'une teudat kashrut, je dirais, c'est-à-dire de l'assentiment du secteur sioniste religieux qui était aussi partie prenante dans la coalition. Il avait donc demandé à ce que Smotrich agrée la participation de Raham au gouvernement, que ce soit au sein même du gouvernement ou de l'extérieur, c'est-à-dire par un soutien passif, par, je dirais, simplement un accord de soutien de la coalition. Et effectivement, il y a eu des rencontres assez poussées. Il y a eu des réunions, des conférences autour du rapport entre l'islam et le judaïsme. Et effectivement, le Rav Druckmann, qui est une personnalité éminente, extrêmement respectée dans le secteur religieux sioniste, a rencontré Mansour Abbas, a échangé avec lui, a essayé de voir s'il y avait effectivement une compatibilité entre l'idéologie islamiste d'Abbas et le sionisme. Il s'est trouvé que oui. Il s'est même trouvé que Abbas s'est engagé non pas dans l'immédiat, mais plus tard à reconnaître Israël comme un État juif. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait formellement quelques mois plus tard sous le gouvernement Bennett. Mais l'avis du Rav Druckmann n'a pas été suivi par Bezalel Smotrich, qui a considéré qu'il s'agissait d'une ligne rouge. Et donc cet accord n'a pu être conclu. C'est pourquoi Benyamin Netanyahou n'a pas pu former son gouvernement avec Raham et que on connaît la suite. Eh bien, Naftali Bennett est devenu Premier ministre. C'est tout de même un peu étonnant parce que Bezalel Smotrich, qui fait partie, on va dire, de l'aile plus respectueuse du mouvement sioniste religieux envers les rabbins, à contrario, par exemple, de Naftali Bennett, qui lui-même voulait se démarquer des rabbins. Smotrich était en général prêt à reconnaître, on va dire, l'autorité des rabbins. Et là, dans le cas précis, il a bafoué cette autorité, alors que ce n'est peut-être pas seulement le Rav Druckmann, il y avait aussi, je crois, par exemple, aussi le Rav Shmuel Eliaou, qui étaient eux-mêmes favorables à la formation d'un gouvernement avec Raham. Oui, je crois que Bezalel Smotrich a tout simplement agi par populisme, c'est-à-dire qu'il a eu peur de la réaction de son électorat, et on a bien vu ensuite qu'effectivement cet électorat était opposé à l'association entre Bennett et Raham, et on a vu aussi avec quelle hypocrisie, d'une certaine manière, le Likoud s'est engouffré dans la branche, alors que c'est lui-même qui avait initié ces discussions avec Raham. Il a fait passer l'accord entre Bennett et Raham comme une trahison, une haute trahison des intérêts nationaux d'Israël, alors même qu'effectivement il y avait un rapprochement d'engagés. Mais je pense que Smotrich n'a pas assumé quelque part l'avis des rabbins. Il a dû penser que son électorat n'accepterait pas d'une certaine manière cet accord avec le parti islamiste, et donc il a effectivement, au grand désespoir d'ailleurs de plusieurs membres du sionisme religieux et évidemment du Likoud, il a donc torpillé cet accord entre Raham et le Likoud. Alors je voudrais, avant de revenir sur le
fond du problème. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir une entente entre deux courants religieux, comme celui qui est représenté par le parti Ra'am et celui qui est représenté par le mouvement sioniste religieux, hein. Ce n'est pas nouveau, il y avait des gens qui... On va revenir là-dessus, mais je voudrais avoir votre avis sur un point en particulier. L'accord qui semblait se préciser, s'il avait été validé, eh bien c'est un accord qui était, on va dire, revu à la baisse par rapport à ce que Mansour Abbas a obtenu de la part du gouvernement Bennett Lapid. C'est-à-dire qu'il était question apparemment de recevoir pour le secteur arabe israélien que quelques 500 millions de shekels, environ un demi-milliard de shekels, et il était aussi question, et c'est un point important parce que peut-être que ce cas de figure peut se représenter dans l'avenir, de ne pas que le parti Ra'am ne figure pas dans la coalition de manière intrinsèque, mais soutienne au coup par coup, à l'extérieur de la coalition gouvernementale, le gouvernement de Netanyahou. Oui, effectivement, parce qu'à ce moment-là, le Likoud est en position de force par rapport à Naftali Bennett. Le Likoud a plus de 30 députés, et donc Ra'am apparaît comme quelque part, effectivement, la manière d'obtenir une majorité, mais n'est pas une composante essentielle de la coalition. Ce qui n'était pas le cas pour Naftali Bennett, qui lui avait très peu de députés, 7 au départ, 6 ensuite, et encore moins vers la fin. Et donc effectivement, il a dû donner plus de gages au parti Ra'am, même si Mansour Abbas a répété à plusieurs reprises qu'il avait été moins gourmand d'une certaine manière avec Naftali Bennett qu'avec Benyamin Netanyahou. Mais ce qui est très important, je pense, de dire et de répéter, c'est que sur le principe, le Likoud ne voyait aucun problème idéologique, aucun problème de principe à s'allier avec ce parti islamiste, contrairement à ce qu'il a répété durant les 12 mois où Naftali Bennett s'est allié avec ce parti. Alors, sur le fond, est-ce que vous considérez, avec votre expertise de la société arabe israélienne, vous considérez qu'il est possible de trouver un terrain d'entente entre un mouvement comme le sionisme religieux, d'un côté, c'est-à-dire religieux et également sioniste et nationaliste, et de l'autre côté, un mouvement comme Ra'am, qui est à la fois qui est aussi islamiste et on va dire aussi d'une certaine manière nationaliste palestinien. Est-ce que ces deux courants peuvent vivre ensemble ? Alors la réponse est oui, de manière extrêmement claire, et je pense non seulement que c'est possible, mais que c'est souhaitable. Je pense qu'il n'est pas bon de laisser sur le côté une part aussi importante de la population israélienne. Les Arabes israéliens forment plus d'un cinquième de la population, et je pense qu'il est malsain de les laisser en dehors du jeu politique et d'une participation aux différentes coalitions. Je trouve d'ailleurs que l'expérience de ces 12 derniers mois est extrêmement positive de ce point de vue-là, et qu'elle a contribué à apaiser d'une certaine manière les rapports à l'intérieur de la société israélienne. Il faut se rappeler qu'avant cette nouvelle coalition, au mois de mai, le pays et le secteur arabe israélien étaient véritablement en feu. Il y a eu, vous vous en souvenez, des émeutes à Lod, à Haïfa, à Jaffa, il y a eu des morts, la situation était explosive, et 12 mois plus tard, on s'aperçoit que la situation est beaucoup plus calme, alors même que le mouvement Ra'am était au sein de la coalition. Ça, je dirais que c'est pour l'aspect politique. Pour l'aspect plus profond, maintenant pour l'aspect idéologique, oui, je pense l'avoir démontré dans mes livres, dans plusieurs reportages que j'ai pu faire, il y a évidemment beaucoup de convergence entre le sionisme et l'islam. L'islam, en tout cas, une bonne partie de l'islam, et je dirais même l'islam authentique, reconnaît la légitimité du sionisme, reconnaît la légitimité des Juifs sur la terre d'Israël, et même prêt à l'encourager. Cela figure dès 1919 dans les accords Faisal-Weizmann, qui ont donc été signés par la personnalité sans doute à l'époque la plus éminente du monde islamique, mais on retrouve tout au long du siècle dernier de multiples rapprochements, de multiples déclarations. Il faut savoir, même si cela ne se voit pas forcément, que les Arabes d'Israël ont participé pleinement à l'aventure sioniste, que ce soit en vendant des terres, que ce soit en participant aux forces de sécurité, en fournissant des renseignements à l'armée israélienne, etc., etc. Et actuellement, on voit très bien que les Arabes d'Israël sont partie prenante dans le développement économique d'Israël, et qu'encore une fois, il faut, je pense, les associer à ce projet et non pas les traiter en ennemis. C'est exactement ce qu'a voulu faire le précédent gouvernement avec Mansour Abbas, et Mansour Abbas a été extrêmement loyal, et encore une fois, il est d'une part sans doute le seul dirigeant à avoir condamné de manière très claire les événements de Lod. C'est le seul à s'être rendu dans les synagogues incendiées par les bandes pogromistes de Lod pour
exprimé son désaccord avec ce qui s'était passé, sa solidarité avec la communauté juive de Lod. Et il est aussi le premier dirigeant arabe à avoir reconnu publiquement Israël comme un État juif. C'est un acte, c'est une déclaration proprement révolutionnaire qui a suscité énormément de remous dans sa communauté, mais il l'a fait, je pense, avec beaucoup de courage. Cela prouve que l'islamisme, entre guillemets, et le sionisme ne sont pas incompatibles. Alors, tout de même, dans ces conversations qu'il a eues avec le Rav Druckmann, Mansour Abbas lui-même reconnaît qu'il ne représente qu'un courant au sein du mouvement islamiste. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement islamiste, il y a la branche nord donc, que l'on connaît, qui est dirigée par Raed Salar, qui est ultra radicale, on va dire anti-juive même. Mais il y a même au sein de la branche sud, qui est la branche plus modérée, qui participe à la vie de la cité, de la société israélienne et des élections, il y a même un courant qui est, on va dire, plus radical que celui qui est véhiculé par Mansour Abbas. Oui, mais c'est précisément pour cela, si vous voulez, qu'il faut l'encourager, ce courant modéré, incarné par Mansour Abbas. Il faut mais il est plutôt minoritaire, n'est-ce pas? Il est plutôt minoritaire. De manœuvres, de vouloir en sous-main torpiller l'État d'Israël, ce qui est évidemment absolument faux et ne repose sur rien. Il faut encourager ce mouvement qui veut se rapprocher des Juifs, qui veut se rapprocher du sionisme, qui au quotidien travaille aux côtés de l'ensemble. Je dirais, du peuple d'Israël. Et je pense, je le dis bien sûr avec toutes les réserves qui s'imposent, je pense que c'était la pensée du Rav Druckmann. Je pense que le Rav Druckmann, d'une certaine manière, voulait, par cette déclaration, avait senti qu'il y avait en Mansour Abbas un potentiel de rapprochement. Et je pense que c'est le message qu'il a voulu transmettre au secteur sioniste religieux qui, malheureusement, n'a pas été entendu. Mais concrètement, parce que cette année, on a beaucoup parlé du secteur arabe israélien, on en a parlé ensemble sur cette antenne. Finalement, au bout du compte, est-ce que, puisqu'on est en campagne électorale et que on attend de voir les résultats dans le secteur arabe israélien de ces élections, est-ce que finalement aujourd'hui le fait même de cette composition qu'il y ait un parti arabe comme la liste arabe qui est dans l'opposition et un parti arabe qui est comme le parti RAM qui est dans la coalition, finalement c'est pas la source de ces tensions qui se sont exacerbées au sein du secteur arabe israélien, que finalement la liste arabe unifiée n'a cessé de vouloir saper le pouvoir de Mansour Abbas et donc de multiplier, on va dire, les tensions dans le secteur arabe israélien, comme on a pu le constater durant toute cette année? Si, bien sûr, évidemment qu'il y a des tensions au sein du secteur arabe israélien, vous l'avez dit, il y a des tendances très différentes. Il y en a qui sont pour l'affrontement pur et simple contre l'État d'Israël, contre les Juifs, même à titre individuel. Et il y en a d'autres qui ne voient pas du tout les choses comme ça et qui, au contraire, veulent apaiser la situation et intégrer d'une certaine manière la communauté arabe au sein de l'État d'Israël. Mais je dirais que cette attitude du côté juif, du côté d'une certaine manière de la majorité, qui consiste à mettre tous les Arabes dans le même sac et à soupçonner encore une fois ceux qui veulent se rapprocher d'Israël de le faire par hypocrisie, par manœuvre politique, je pense que c'est extrêmement nocif, c'est un manque de maturité politique. Les Arabes israéliens ne menacent en aucun cas la stabilité de l'État d'Israël. L'État d'Israël est un des États les plus puissants du monde. Il repose sur des bases extrêmement solides, notamment des bases démographiques, puisqu'il y a une majorité juive extrêmement nette, extrêmement claire. Et je pense que cette attitude qui consiste à toujours traiter avec la peur, avec la crainte, les Arabes d'Israël est extrêmement nocive et d'une certaine manière caractéristique, je dirais, d'une mentalité galoutique, d'une mentalité de l'exil. Et il faut, je pense, avoir une relation beaucoup plus mûre, beaucoup plus mature aux Arabes d'Israël, considérer qu'ils font partie de la société israélienne. C'est une partie importante de la société israélienne qui défend également ses intérêts. Vous n'avez pas parlé de la légalisation des villages dans le Negev, mais c'est extrêmement important. Il est intolérable de voir dans un pays aussi moderne qu'Israël de véritables bidonvilles qui s'étendent autour de Beersheva, où les gens vivent dans des villages en tôle, où ces villages ne sont pas reconnus, mais en vérité, ces villages sont devenus de véritables villes. Et ça, c'est un véritable problème auquel aussi s'est attelé le gouvernement précédent et qui avait été négligé durant des années, voire des dizaines d'années. Je pense que c'est par là qu'il faut prendre le problème et aussi, effectivement, engager un dialogue religieux. Je pense que c'est extrêmement important, c'est même central. Et c'est ce qu'a, encore une fois, je pense, commencé à faire le Rav Druckmann et les autres rabbins éminents, d'ailleurs, qui étaient à ses côtés lors de ces négociations avec Raham.
Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup de nous avoir aidé à déchiffrer, à décrypter cette rencontre intéressante et on peut dire inédite entre Mansour Abbas et le grand rabbin Chaim Druckmann qui s'est tenu donc l'année dernière au moment où Binyamin Netanyahou tentait encore de former son gouvernement. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shabbat Shalom. Merci Daniel.